Tiens. Sœur Tung, première. Première prise d'image, pas bonne. Monsieur le professeur, au cours de la nouvelle escalade, l'aviation américaine s'acharne particulièrement sur les hôpitaux. Un grand nombre ont été entièrement détruits, d'autres très gravement endommagés. Que signifient ces nouvelles destructions? Ces destructions, pour nous, ça nous fend le cœur, vous savez, parce que ces efforts de reconstruction hospitalière, de reconstruction pacifique après la première résistance, c'est ce qu'on a fait de mieux pour le service, pour les hôpitaux et pour l'organisation sanitaire. Vous savez qu'au moment après la libération de Hanoï, pour tout le nord Vietnam, il y avait seulement des hôpitaux, un hôpital à Hanoï, un hôpital à Hanoï et un hôpital à Haiphong pour la population civile. Nous avons pu, pendant 10 ans, reconstituer tout un réseau d'hôpitaux et d'hôpitaux provinciaux, encadrant des petits hôpitaux de sous-préfecture, n'est-ce pas? Et nous avons pu organiser un réseau véritablement magnifique dans tout le nord Vietnam, de la province de Vinh Linh jusqu'à la frontière de Chine. Nous avons pu ainsi, dans chaque province, il y avait un hôpital de 300 lits au moins, avec des hôpitaux allant jusqu'à des petits hôpitaux ruraux, jusqu'aux sous-préfectures, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que pendant la première escalade par le gouvernement Johnson, nous avons pu opérer, presque tous nous opérer sur place, sans aucun secours des équipes étrangères. Et puis, tous ces hôpitaux ont été entièrement détruits, sauf à Hanoï et à Haiphong. Et tous les hôpitaux des provinces ont été entièrement détruits. On y compte 2 centres bien organisés, un centre de léproserie à Queen Lop, et puis un institut contre le paludisme dans les environs de Hanoï. Ces hôpitaux ont pu être reconstruits au cours de la pause après la première escalade. Et c'est ainsi que Queen Lop a pu être rebâti, un certain nombre d'hôpitaux dans les provinces, mais avec la deuxième escalade du président Nixon, il n'est rien resté, n'est-ce pas? Et alors, dans ces conditions, le traitement des populations est extrêmement difficile pour nous à l'heure actuelle, mais on peut le faire avec des unités simplifiées, des équipes chirurgicales mobiles parcourant les provinces ou installées dans des souterrains, dans des hôpitaux provisoires. Nous avons pu faire notre tâche, mais avec des difficultés au maximum. Notez bien que nous avons pu avoir, l'organisation des 4 n'a pas été touchée très sérieusement, puisque au début de la deuxième escalade, au lieu d'1 médecin pour 200 000 habitants, nous avons maintenant un médecin, en y comptant les feldsher, les docteurs, pour 1000 habitants. C'était un effort vraiment magnifique. Et vous savez que pendant tout le temps de la guerre, dans le nord Vietnam, il n'y a eu jamais de grandes épidémies. Et tous les blessés ont été soignés sur place. Mais cette médecine qui s'était développée à partir de 1954, au moment où le Vietnam avait enfin recouvert son indépendance totale, de quel cadre, de quel personnel sanitaire disposiez-vous à ce moment-là pour mettre sur pied tout ce réseau sanitaire? Le début de la formation des médecins, le début de notre histoire médicale, n'est-ce pas, ça date du début de la résistance. Oui. Professeur Tung, deuxième. Mais ce formidable réseau sanitaire qui s'était installé à partir de 1954, comment, au départ, avez-vous pu le réaliser? Avec quel personnel sanitaire? Parce qu'il devait manquer énormément d'infirmières, de médecins. Alors, comment cela s'est-il passé? Eh bien, ça a pris commencement avec la première résistance contre les Français, n'est-ce pas? On peut dire que nous étions partis de zéro. Au moment de l'ouverture des hostilités,
Et il y avait presque pas de médecins avec les résistants, sauf un certain nombre, pas plus d'une vingtaine, n'est-ce pas? Seulement nous avions à ce moment avec nous trois ou quatre professeurs de médecine qui ont pu installer une faculté dans la forêt, dans la province, dans la Jambe, la province de Tioncoin. C'était vers quelle époque, ça? Vers quelle date? C'est en 48, je crois. Après les batailles d'Hanoï. On s'est retiré lentement. Par exemple, moi, à ce moment, j'étais chef d'une équipe mobile et j'ai amené tout mon matériel avec mes infirmières de Hanoï. Nous sommes sortis de Hanoï, nous sommes allés à Adong. Nous avons reculé presque tous les mois et en fin de compte, un bon matin, nous sommes retrouvés dans la jungle à Tioncoin sous la poursuite des troupes françaises, n'est-ce pas? Vous étiez un des rares médecins formés par le colonialisme. Il y en avait beaucoup qui étaient formés Non, très peu. Il y avait le professeur Zi, qui est actuellement le doyen de notre faculté, avec le professeur Tur. Et puis après, c'est joint à nous le professeur Mu, qui venait du Japon, n'est-ce pas? Et avec le peu de professeurs que nous avions, on a pu faire, on avait formé une première faculté dans la Jambe, n'est-ce pas? Et là, il y avait 6 étudiants au début, puis le nombre augmentait chaque année en fin de compte, jusqu'à 54 à 200, je crois, 200 étudiants. Puis après, à la rentrée d'Hanoï, c'était facile parce qu'il y avait une faculté toute faite, héritée des Français, avec des traditions, n'est-ce pas? On a pu démarrer à bloc, n'est-ce pas? Mais dans la forêt, c'était très dur. D'abord, amener avec soi les étudiants en médecine, puis ensuite les former, les entraîner. Par exemple, moi j'étais en même temps chirurgien, professeur dans la Jambe, puis après, au cours de chaque bataille, moi j'emmenais avec moi les étudiants. On a pu former des médecins. Au début, c'était en 3 ans, puis après en 1 an, puis après en 6 mois. Mais tout cela, ça a été aussi une expérience médicale tout à fait nouvelle, parce qu'il y a peu d'exemples d'universités de médecine, de facultés de médecine, qui s'installent dans la jungle et qui travaillent dans la jungle et qui se trouvent confrontés à des problèmes qui sont tout à fait différents de ceux que l'on peut trouver dans un hôpital installé dans une ville avec tout son matériel moderne. Oui, vous avez raison. C'était terriblement dur pour faire une faculté comme ça de la Jambe. Par exemple, je me rappelle, c'est pour la dissection, je n'avais que des animaux, des singes. Heureusement, nous avions des singes et des chiens. Puis, à une certaine période, on disséquait les chiens et on les mangeait après, parce qu'il n'y avait pas autre chose, n'est-ce pas? Mais on est arrivé quand même à inculquer une méthodologie de travail. Et le professeur lui-même était chirurgien sur le champ de bataille. Il amenait ses étudiants avec, et on arrivait à former très rapidement dans l'action les docteurs, n'est-ce pas? En combien de temps? Je crois que, enfin, s'il y avait un pays qui voulait faire une résistance, je crois, on peut dire ceci, qu'en 6 mois, on peut arriver à apprendre en jeune étudiant en médecine à se servir de ses doigts et à se débrouiller pour les plaies ordinaires de guerre, n'est-ce pas? À exciser, débrider, immobiliser. Je crois que la chirurgie de guerre, heureusement, était assez facile, n'est-ce pas? Mais pour le problème civil, c'est tout autre. Pour le problème civil, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais il y a la question de la formation, du recrutement des étudiants. Au début, c'était dans les classes aisées, bourgeoises. Mais après, on a pris dans toutes les couches de la population, et à partir des jeunes paysans, n'est-ce pas? Et c'était une espèce de médecine sans classe qu'on a pu former. Et les étudiants en médecine, une fois devenus docteurs, se souvenaient qu'ils étaient paysans et se retrouvaient facilement dans la campagne et savaient vivre et mourir avec les paysans. Je crois que c'est le grand changement que nous avons pu apporter dans la formation de cadres. C'est ça, n'est-ce pas? Avoir des cadres prêts
est déterminé à partager tous les risques avec nous, puis ne refusant aucune mission. Je crois que c'est la grande différence entre le Nord et le Sud. Mais est-ce que ça n'a pas aussi entraîné, contre mauvaise fortune, bon cœur, on dit chez nous, cette contrainte, est-ce qu'elle n'a pas entraîné des progrès dans la médecine elle-même, confrontée à des situations nouvelles et à des difficultés nouvelles? Je crois que le but de la médecine, c'est de résoudre des problèmes très pratiques, n'est-ce pas, dans le traitement des malades, soit médicalement, soit chirurgicalement. Nos docteurs en médecine n'avaient pas beaucoup de théorie. Professeur Tung, deuxième. Mais toutes ces difficultés parmi lesquelles s'est développée la médecine vietnamienne, est-ce que, en définitive, ça n'a pas été aussi un progrès pour la médecine? Je m'explique. Pour nous autres occidentaux, la médecine, c'est toujours un hôpital rutilant, des appareils en acier inoxydable, des grands appareils de radio, toute une technologie ultra moderne. Et là, vous étiez démunis de tout. Alors, comment s'exercer la médecine? Bien, là, vous avez des idées des cinéastes, très bien. On a toujours l'impression que pour exercer la médecine, il faut des appareils rutilants, n'est-ce pas? Des laboratoires perfectionnés. Heureusement pour nous, qui avons été formés à la brousse, n'est-ce pas, nous avons reçu de bonnes traditions de la clinique française. On pourrait dire que nous sommes les héritiers, les vrais héritiers de la clinique française, et c'est grâce à elle que nous avons pu nous débrouiller. Avec les yeux et les 10 doigts, nous sommes arrivés à faire un certain nombre de diagnostics. Naturellement, il faudrait quand même des machines, il faudrait des appareils, mais rien ne peut remplacer l'homme. Et même quand un médecin est arrivé à avoir une certaine expérience des maladies, il peut même improviser certaines choses. Je parle de mon cas particulier, par exemple, où je fais de la chirurgie, et en particulier la chirurgie du foie, n'est-ce pas? Et alors là, j'ai découvert une technique très simple pour l'hépatectomie, c'est-à-dire de me servir de mes 2 doigts. Avec les 2 doigts, on ouvre le foie, on clive le foie jusqu'au pédicule, on fait l'hémostase, on opère rapidement, et ainsi nous avons pu faire en nombre impressionnant l'hépatectomie, et souvent dans un temps record par plus de 10 minutes, n'est-ce pas? Et ensemble, vous voyez que là, le fait de n'avoir rien nous a servi. Nous sommes devenus des chirurgiens au vrai sens du mot, de ceux qui servent de leurs mains, et là, pour le foie, je crois que j'ai fait de la bonne chirurgie avec mes 2 doigts, n'est-ce pas? Ça, c'est pour une expérience comme une autre, pour dire que dans certaines conditions, l'homme, quand même, c'est aussi indispensable, parfois plus indispensable que les machines. Seulement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de machine, par exemple, pour la chirurgie cardiaque, la chirurgie cardiaque avec circulation extracorporeale, n'est-ce pas? C'est obligé d'avoir des appareils quand même, n'est-ce pas? Et d'avoir de bonnes installations laboratoires. Mais dire que pour faire une bonne médecine, il faut de bons laboratoires, de bons instruments, ce n'est pas toujours vrai. Un homme qui arrive à posséder un certain sens clinique, une certaine expérience, lorsque les conditions l'obligent à n'avoir presque aucune condition de travail, il arrive quand même à traiter, à soigner le malade. C'est ce que nous faisons durant cette 2e escalade. Avec le blocus, nous sommes réduits strictement à presque rien du tout. Et quand même, à ces conditions, nous avons pu faire de la bonne médecine et surtout de la bonne chirurgie. Je voudrais qu'on fasse un saut en arrière, d'une part, que vous nous évoquiez ces opérations dans la brousse, comment elles se faisaient? Ces opérations à la brousse, au début, je ne me croyais pas capable de faire ça. Parce que moi aussi, je me disais qu'il faut une bonne salle d'opération, bien protégée, n'est-ce pas? Mais là, je me suis aperçu d'une chose, que les salles d'opération ouvertes dans la jambe, là, n'étaient pas très infectantes. Et j'ai beaucoup moins d'infections dans ces hôpitaux provisoires qu'avec les hôpitaux modernes dans les villes comme Hanoi, par exemple. Et je me rappelle
mes premières opérations au cours des combats de guérilla, c'était fait avec sur une table en bois, avec la bicyclette Peugeot, un petit pied pédale, et puis j'ai la lumière, j'opère, j'arrive à opérer presque toutes les opérations. J'ai même fait une gastrectomie, n'est-ce pas, en général, avant la bataille de Dien Bien Phu, et c'est grâce peut-être à ça qu'il a pu gagner la bataille. Mais là, nous avons évoqué le passé. Bon, ben allons-y. Qu'est-ce qu'il... Moteur. Cinquième. Concrètement, comment ça se passait alors une opération dans la jungle? Une opération de la jungle, ça se passe exactement comme une opération en plein centre civilisé, avec la différence que le champ de bataille est tout autre. La centre d'opération, c'est une espèce de paillote avec des fenêtres garnies de gaz pour empêcher les mouches d'entrer, mais ça n'empêche pas souvent la volaille de pénétrer, n'est-ce pas? La torture est souvent trouée. Alors, durant l'opération, on peut recevoir des petits débris de la torture qui roulent vers le champ opératoire, mais en fin de compte, ces centres d'opération primitives dans la jungle, il y a moins d'infection avec ces centres d'opération qu'avec les centres d'opération modernes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il n'y avait pas encore de... C'était trop neuf pour qu'il y ait une contamination. J'ai l'impression que les centres d'opération dans la jungle étaient meilleurs contre l'infection que les centres d'opération dans les villes. Et l'opération se pratique sur une table en bois construite par nos propres mains, souvent avec l'aide des menuisiers. Et l'éclairage se fait avec une bicyclette Peugeot, un type pédale qui fournit de la lumière. Et on opère dans les conditions ordinaires. On arrive à faire toutes les opérations en général, heureusement. Et quel genre d'opération Et surtout les plaies de guerre, des choses civiles aussi, des opérations gynécologiques. On a opéré des tumeurs de l'ovaire qui dataient depuis des années, d'énormes tumeurs, n'est-ce pas? Des hernies comme ça, n'est-ce pas? Des cancunes de la taille d'une citrouille, n'est-ce pas? Et souvent aussi, on fait des opérations, on faisait des opérations plus difficiles, comme une gastrectomie, par exemple, n'est-ce pas? On est arrivé à enlever mon estomac, en général, avant la bataille du Mienfou, donc ça n'a pas empêché de gagner la bataille. Là, nous avons parlé de la médecine, du passé, et que nous espérons bien passer. Comment se posent les problèmes d'avenir de la médecine du Vietnam? Mais la médecine vietnamienne se veut être moderne et à la hauteur de sa tâche. Je crois que cette guerre nous a appris deux qualités, la patience et l'espoir, n'est-ce pas? Eh bien, nous serons obstinés dans le futur, comme nous étions obstinés dans le passé. Ce que les Américains ont détruit, nous le reconstruirons, n'est-ce pas? Et je crois que notre tâche sera plus facile encore, je crois, grâce à l'aide de nombreux amis, des Français, des Anglais, des Suédois et même des Américains. Je crois que dans l'avenir, avec toutes les leçons du passé, avec la pratique Oui.